Mais voilà, c'est par là que je voulais commencer. On allait présenter la crise aiguë de fermeture de langue, de la fermeture de langue avec Antoine ce matin. On remercie évidemment le bureau de la SFG de nouveau de nous avoir permis de présenter ce sujet. Et je pense que voilà, la formation est faite de répétitions. Et je pense qu'il était difficile, évidemment, de mettre un angle aigu sur cette thématique sans aborder ce qui a déjà été évoqué au préalable, à savoir les mécanismes de la fermeture. Et donc, effectivement, je vais aborder surtout le diagnostic, puisqu'on l'a rappelé, l'anamnèse, dans ces cas-là, relever des facteurs de risque est capital, est important. Et dès lors, pour nos jeunes collègues, effectivement, passer un temps certain à l'anamnèse chez des patients qui ne se présentent pas dans tous les cas de figure avec une crise classique aiguë aux urgences. Donc, il faut aussi rappeler qu'il y a une multitude de causes de fermeture de l'angle, qu'elles soient primitives ou secondaires. Le temps qui nous est imparti pour cet exposé va surtout aborder les causes primitives et en particulier le bloc pupillaire. Je ne voulais pas démarrer l'exposé pour insister sur le problème de la santé publique que représente la fermeture aiguë de l'angle. Et comme Alain l'a rappelé au début, c'est un grand pourvoyeur, une fois qu'on passe à un stade de glaucome, de cécité. Donc on a vraiment un rôle important comme ophtalmologue à détecter ces patients à temps et non seulement de les détecter, mais parfaitement bien les suivre, l'un n'allant pas sans l'autre. La classification a été revue, donc celle rapportée par Foster. Nous, on va s'interroger surtout, ou discuter plutôt de la crise aiguë. Donc c'est celle qui n'entraîne pas d'emblée de neuropathie optique glaucomateuse. Heureusement, on a la possibilité de traiter, de prendre en charge le patient sans avoir encore d'atteinte structurelle et fonctionnelle. Une fois la crise relevée, de nouveau, je rappelle, le suivi reste important. Donc la triade classique du patient qui se présente aux urgences par un blocage pupillaire, ça correspond à peu près 75% des mécanismes de crise, le bloc pupillaire, mais c'est les triades classiques, douleur, rougeur et semi-mydriase. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus frustres, et vous avez parfois des patients qui se présentent en crise et qui sont admis aux urgences générales, et qui sont admis en neurologie, ou parfois dans les services gastrologiques parce qu'ils ont des douleurs abdominales non identifiées, et on ne regarde pas forcément le patient et on n'a pas noté à ce moment-là que l'œil est rouge. Les tensions sont parfois impressionnantes. Même notre tonomètre de Goldman, si cher à nous, glaucomatologues, même avec les avènements des autres tonomètres, mais toujours important de le relever, n'atteint parfois pas les relevés de 80 mm de mercure. Cette semi-mydriase est importante évidemment à relever, puisque c'est lors de cette semi-mydriase que le bloc pupillaire devient absolu. Alors si la gonioscopie, on l'a rappelé à chaque exposé, est importante, elle est aussi importante à réaliser à l'œil à Delft et de réaliser très rapidement la prévention, à savoir par une iridotomie, et analyser également le fond d'œil. Parfois on peut y retrouver par une conjection du retour veineux, un œdème papillaire avec des hémorragies en flamèche. Alors parfois le patient ne vient pas en crise, il y a parfois dans l'interrogatoire du patient des relevés de patients qui vous témoignent des troubles visuels variables. Et donc il y a parfois des patients qui font ce qu'on appelle subcrises, des petites crisettes dans notre jargon, mais le signe du limbe et le signe de Van Eyck est présent et parfois les tensions sont un peu plus élevées. De nouveau, pas forcément avec une neuropathie optique. Donc avoir un œil attentif sur le limbe et réaliser une gonioscopie. On a aussi parfois des patients qui viennent après une crise, c'est-à-dire la crise s'est parfois spontanément résolue et vous pouvez noter au niveau du segment antérieur des atrophies iriennes, soit en secteur ou généralisées, parfois des synéchies postérieures angulaires ou angulaires, une pupille peu réactive ou des opacités sous-capsulaires appelées glaucoma flecken, même sans encore d'excavation.
Donc les mécanismes, on les a relevés, je pense qu'on commence à bien les comprendre et les connaître, mais ils sont indispensables à identifier, vous l'avez entendu avec Antoine, pour pouvoir bien prendre votre sujet en charge, qui, comme on va le voir avec Antoine, doit être pris parfois en charge de manière multiple. Donc là, le schéma classique qui est repris dans les guidelines de l'European Glaucoma Society, où il y a le bloc pupillaire qui peut être facilement relevé avec une iridotomie, et puis les autres. Donc ça, c'est un schéma de Jacques Laloum, qui n'est pas là, et je voulais saluer. On a eu l'occasion de présenter un cours à Bruxelles ensemble, qui témoigne du passage parfois plus étroit, transpupillaire, et c'est lors de cette résistance à ce niveau, et particulièrement lorsque le contact en semi-mydriase est maximum, que le liquide n'arrive plus à passer, augmentant ainsi le bombé très léger et rien vers un bombé plus important, amenant ainsi à un bloc pupillaire absolu, comme on peut le relever. Donc là, on a relevé qu'il y avait des facteurs de risque statiques favorisants et dynamiques, comme Philippe Denis l'a rappelé ce matin. Donc les facteurs statiques sont classiquement l'épaisseur de cristallin, qui augmente avec l'âge, la taille de l'œil là qui est finalement tout à fait stable. Cette laxité zonulaire sur laquelle je voulais peut-être insister, qui a été décrite par Kaufmann. Donc il y a bien sûr des facteurs favorisants dynamiques au niveau de l'épaisseur de la base de l'iris, comme Philippe a bien démontré dans son étude avec Florent Abtel, mais aussi cette épaisseur choroïdienne et cette laxité zonulaire. Les facteurs de risque, on les connaît, l'hypermétropie, le sexe féminin est plus exposé, l'origine ethnique, comme Alain l'a rappelé, sud-asiatique, les Esquimaux également. Mais rappelons-le, la pseudo-exfoliation est aussi un facteur de risque et le traitement à long cours des myotiques. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est vrai que peu de nos patients sont suivis sous pilocarpine. Évidemment, les facteurs précipitants, donc quand je parle de l'anamnèse, toujours relever la médication des patients, parce que bien souvent, vous allez retrouver des agents à action atropinique ou sympathico-mimétique. Et donc, les patients à risque de fermeture, il faut les avertir qu'il y a des facteurs précipitants et pour lesquels il faut éviter tout ce qui est banalement parfois donné par le pharmacien, des vasoconstricteurs, des antihistaminiques ou parfois du buscopan. Donc ça, ce sont des médications qu'il faut essayer d'éviter chez les patients. Maintenant, rassurez-les, ce n'est pas évidemment 4 jours de traitement qui va nécessairement précipiter la crise. Donc au-delà des facteurs de risque, l'analyse clinique, on l'a revu, le signe du limbe, le signe de Van Lyrick, qui est défini toujours en regard primaire, au niveau de la partie temporale, et lorsque la chambre antérieure est inférieure à un quart de l'épaisseur de la cornée, le risque de fermeture est présent. On l'a rappelé, mais évidemment, la tentation est trop importante, puisque à mes internes également, je leur enseigne l'agonioscopie très tôt, à savoir l'agonioscopie avec le verre de Postman, donc avec une petite surface au contact de la cornée qui nous permet plus facilement de faire l'examen dynamique. Et peut-être à rappeler, évidemment, c'est un examen que vous devez faire en position primaire, comme on l'a dit, et en quasi-obscurité. C'est sûr que si vous faites ça dans une pièce éclairée, vous allez fausser le diagnostic. Voilà ce que j'avais développé au 10 ans de TA. Il y a quelques loupes, si ça vous intéresse, qui est un petit kit, puisque Jean-Philippe Norman le disait, il y a des petits gonioscopes portables ou single-use, puisqu'il faut savoir que cette gonioscopie sur manche coûte quand même 500 € et ce n'est pas toujours peut-être le premier appareil que vous voudrez peut-être vous offrir, mais bien qu'avant la fin de la formation, je vous invite tous à en avoir un. Et voilà un petit peu l'acronyme que j'avais utilisé pour que vous fassiez la gonioscopie de manière assez dynamique et de manière assez systématique. Tout ce qu'on vous demande, peut-être aujourd'hui, c'est de différencier cet angle ouvert ou fermé. Si vous pouvez déjà faire ça, ce serait vraiment magnifique. Ne traitez jamais un patient avec de l'attention sans savoir de quel glaucome il s'agit, puisque le traitement et la prise en charge, comme Antoine va le redire, est tout à fait différent. Et donc pour moi, j'avais mis comme ça « a must to classify glaucoma diagnosed ». So must to have, and it's the must because it's l'examen le plus
significatif. La gonioscopie dynamique, on en a parlé, je n'ai pas besoin d'y revenir, c'est ce qui permet de différencier ce qui est apositionnel d'un iris synéchiant. Les autres mécanismes, on les a revus en détail ici avec Antoine, l'iris plateau, c'est-à-dire tous les autres mécanismes qui restent lorsqu'on a relevé le bloc pupillaire. Et j'ai particulièrement bien aimé Twandia avec les différentes situations où ces mécanismes, évidemment, sont souvent combinés. Et donc, bien souvent, ces patients ne sont pas uniquement pris par un traitement, mais plusieurs, et que ces traitements évoluent avec le temps. Alors évidemment, on ne pouvait pas ne pas décrire la crise de glaucome ou la crise aiguë de fermeture de l'angle, pas glaucome, puisqu'ils ne sont pas tous avec une neuropathie optique glaucomateuse, sans invoquer évidemment ce cristallin intumescent et parfois subluxé de manière assez frustre, on ne le voit pas, mais on peut avec un petit mouvement à la lampe à fente, distinguer un phacodonésis ou parfois des luxations traumatiques. Toutes les causes secondaires, je ne saurais pas vous les décrire, mais il y en a des multitudes, on en a évoqué. Il y a les uvéites et il y a aussi les tumeurs aériennes ou du corps ciliaire. Pour rappeler le mécanisme, le facteur trabéculaire, je pense qu'il doit être évalué de manière assez fréquemment, c'est-à-dire tout au long du suivi. Et ce facteur trabéculaire, il n'y a aucune imagerie. Même la gonioscopie, c'est parfois très difficile. Vous voyez parfois des petits dépôts de mottes pigmentaires. Vous voyez parfois, je veux dire, une altération simplement trabéculaire. Mais vous voyez surtout ces synéchies antérieures, soit de type S, qui partent alors de la racine ou de la base de l'iris vers le trabéculum antérieur, ou les plus délicats et les plus difficiles, c'est les synéchies étendues de type B, c'est celles qui partent du trabéculum postérieur, qui s'étendent d'abord latéralement sur 180 degrés et puis qui s'étendent antérieurement. Et c'est ce qu'on appelle de manière plus anglo-saxonne le creeping angle glaucoma, parce que c'est ces synéchies de type B qui amènent plus souvent à cette neuropathie optique glaucomateuse, nécessité de nouveau du suivi à long terme. Dernier mécanisme, et qu'on a déjà évoqué, c'est ce facteur cristallinien avec la flèche. La dia que j'adore aussi de l'étude de Philippe Denis et de Flora Abdel, que ce qui détermine qu'un patient passera en crise, c'est-à-dire qu'un patient passe en crise sur 10, c'est probablement ces facteurs dynamiques qui sont encore difficiles à évaluer en clinique, sauf avec les techniques d'imagerie UBM. Évidemment, l'examen de nouveau de l'angle, qu'il soit gonioscopique d'abord et éventuellement avec l'illustration de la gonioscopie dynamique, permet évidemment cette peut-être iconographie dans le temps. On adore, nous, ophtalmologues, et c'est notre spécificité d'avoir toutes ces images qui complètent notre dossier et qui permet ainsi de suivre l'étendue de ces synéchies. Voilà, les premiers mots-clés que j'aimerais bien vous laisser, c'est ceux qui ont déjà été évoqués, la gonioscopie avec effet dynamique, identifier le mécanisme et ses surveillances à long terme de cet angle étroit. Je vais laisser la parole à Antoine qui va continuer son exposé sur la prise en charge.